Le 21 décembre 2012, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu un changement d'énergie et on est arrivé dans les énergies de Carib Arpu. C'est dans une ère, une énergie qui nous amène à nous réorganiser, donc nous les humains, à nous réorganiser pour qu'on puisse rayonner. Arpu, c'est l'archétype du grand vainqueur. C'est celui qui réussit à vaincre l'ombre. C'est celui qui a trouvé ses dons et ses talents et qui incarne sa lumière, en fait. Le 21 décembre 2012, moi j'étais en Argentine à ce moment-là, puis c'est là que ça a commencé pour moi, cette espèce de chamboulement. Il y a toute une ombre en arrière qui se nourrit des humains, ça on ne sait pas, mais il y en a, maintenant, c'est de plus en plus, mais ils se nourrissent de nous, donc ils veulent nous influencer. Les entités ne vont pas dans la nature. Si tu vas en forêt, la forêt est toujours protégée, la forêt est une entité, c'est un esprit, et quand tu rentres dans une forêt, il y a pas d'entité. L'ombre arrive beaucoup à manipuler le mental et la vision. Eux, ils arrivent à se déguiser, mais l'énergie ne ment pas. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Alia Sol. Alia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à toi. Si ça te va, j'aime bien commencer simplement et te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture spirituelle. Oh là, j'ai envie de dire qu'elle ressemblait à une vie normale. On peut dire ça comme ça, normale. C'est pas que c'est anormal, mais disons que j'avais une vie, j'étais moi, chargée de communication. J'ai étudié en communication marketing et je travaillais pour des entreprises et des organismes de développement durable. Donc j'avais comme déjà un des élans de contribution en fait pour comme, offrir quelque chose de meilleur au monde. Et puis, à un moment donné, c'est ça, il y a comme ce qu'on appelle l'éveil spirituel, qui est un peu plus connu maintenant, qui est arrivé dans ma vie. Moi, je savais pas que c'était l'éveil spirituel à ce moment-là. J'ai juste comme c'est en 2012 que c'est arrivé. Ça fait quand même un petit moment. Et ça a complètement, changé, en fait, toute ma vie. J'ai changé mes amis, changé mon métier. Bon, ça m'a pris quelques années parce qu'il a fallu que je comprenne un peu qu'est-ce qui m'arrivait. Mais c'est certain que de recevoir ces dons-là ont changé énormément de choses dans ma vie parce que ça nous connecte à quelque chose, en dehors de la matière, en fait. C'est vraiment ça. Fait que c'est d'un seul coup, on entend les guides spirituels qui nous disent des choses. Là, je disais des choses à mes amis que je recevais comme information. Ils se mettaient à pleurer. Ils me demandaient: «Mais comment ça tu sais ça?» Je sais pas, je l'entends. En tout cas, ça a été tout un changement de vie, puis après il y a eu une autre étape de le faire d'un point de vue professionnel. Ça, c'était encore l'autre étape d'arriver à ça. Mais au début, c'était pas la médiumnité quand elle est venue à moi, c'était pas je me voyais pas être, professionnelle médium. C'était comme je le faisais comme ça, par, par envie, par cœur pour mes amis. Puis à un moment donné, on m'a dit que j'étais prête à le donner professionnellement et que ça a comme encore changé ma vie. Ouais. Très bien. Donc, écoute, merci pour l'introduction et pour cette présentation, c'est hyper intéressant. On va creuser tous ces sujets-là. Je veux bien peut-être que tu nous parles du moment qui a été un peu le point de bascule, où justement tout s'est réveillé pour toi. Le point de bascule pour mon éveil spirituel? C'est ça. Est-ce que En ça a fait, été oui. graduel sur plusieurs années, plusieurs mois, ou est-ce que il y a eu quelques épisodes marquants et forts qui ont vraiment accéléré les choses? Alors, ça a été quand même graduel, mais c'était graduel assez rapide en quelques mois. Disons que, à un moment donné, j'ai, mes dons de médium qui sont arrivés. Puis ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait, petit à petit. J'ai commencé à ressentir des présences autour de moi. C'était pas très clair, mais je les sentais, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Puis, à l'époque aussi en 2012, c'était pas si connu que ça. Maintenant, c'est un peu plus connu la médiumnité, mais à l'époque, c'était pas si connu. Puis je me demandais un peu ce qui m'arrivait. Puis là, j'avais un ami, à l'époque avec qui on discutait beaucoup de spiritualité. On a eu notre éveil spirituel en même temps. Donc ça a aidé en fait à comprendre en fait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui nous arrivait parce que lui aussi a reçu les mêmes dons en même temps, des dons de médium aussi. Donc là, on se testait un petit peu
on se testait un petit peu dans qu'est-ce qu'on recevait, puis, c'était pas nécessairement facile parce qu'à l'époque, il y avait pas personne qui nous expliquait, qu'est-ce que c'était la médiumnité. J'ai vraiment appris, en tout cas à ce moment-là, de manière autodidacte et donc le point de bascule pour moi, ça a été quand j'ai discuté avec cet ami-là, à un moment donné. On était dans un parc, donc c'est le parc La Fontaine à Montréal, pour ceux qui connaissent et on était en train de discuter de sujets de surnaturel, tout ça, puis à un moment donné, il me parlait de sa grand-mère et là, sa grand-mère qui est morte et là, à un moment donné, j'ai reçu l'information, donc je l'ai canalisée, qu'il fallait qu'il lui dise qu'il l'aime et là, il m'a regardée et il s'est mis à pleurer. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi il pleure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai dit? Et il m'a dit à ce moment-là, il me dit: «Mais c'est incroyable, pourquoi tu me dis ça? J'ai toujours regretté de pas lui avoir dit "je t'aime"» avant qu'elle parte, avant qu'elle meure. Et bah, là, ça a été une guérison en fait, pour lui surtout parce que, elle en fait, elle avait vraiment fait son oui, son deuil, mais elle l'avait accepté en quelque part. C'était lui qui avait besoin de ça. Donc à ce moment-là, j'ai reçu de l'information d'elle, de la grand-mère de mon ami et je lui ai transmis et puis lui aussi il me parlait, donc ils se sont un peu parlé tous les 2. Et puis, ça a fait que ça lui a permis de clore en fait cette histoire-là avec elle, d'être en paix en fait, d'être en paix avec la mort de sa grand-mère. Et puis donc moi à ce moment-là, je venais d'avoir mes dons. Enfin c'était vraiment tout nouveau. Je comprenais pas encore vraiment qu'est-ce que c'était la médiumnité, qu'est-ce que moi je travaillais en communication, j'avais un poste, un emploi bien normal et je me souviens qu'à ce moment-là, je suis rentrée chez moi, j'habitais donc proche du parc La Fontaine et j'ai une grosse émotion qui est montée à ce moment-là. J'étais à la fois dans la joie et j'étais en même temps chamboulée parce que là, je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à Qu'est-ce ce moment-là, tu avais que» déjà c'était quoi ton rapport justement à tous ces sujets, spiritualité, médiumnité? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu étais déjà dans ces milieux-là ou vraiment pas du tout? Alors en fait, oui, moi j'ai baigné dedans quand j'étais, plus jeune grâce à ma mère parce qu'elle était comme elle est toujours, elle est toujours spirituelle. Donc à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à lire des livres de spiritualité, mais j'étais pas médium, j'avais pas ces dons-là, c'est pas la même chose. Donc je les lisais, j'avais lu beaucoup de choses, avec, les anges, avec, toutes sortes de choses et oui, j'y croyais. Moi, j'ai été quelqu'un de spirituel, sauf que à un moment donné, je sais pas trop pourquoi, j'ai coupé. Je suis entrée plus, dans le monde professionnel, on va dire ça comme ça et à ce moment-là, hem, c'est pas que j'étais plus spirituelle, mais j'étais moins, dans ce milieu-là, en fait. C'est comme si la spiritualité est revenue dans ma vie en force. Et là, j'ai été obligée comment je dirais ça? De m'ouvrir de m'ouvrir à nouveau à la spiritualité, mais cette fois-ci, bah, avec la médiumnité dans le concret, en fait, dans l'expérience. Parce que c'est autre chose que lire des livres spirituels, puis après de ressentir des énergies autour de soi, de ressentir des informations, puis après d'apprendre à être médium aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a des dons qu'on sait comment faire, tu sais? Il faut apprendre. Apprendre à reconnaître la lumière de l'ombre, parce il y a toutes sortes de choses dans le subtil, je l'ai bien expérimenté ça. Donc je me suis beaucoup faite, initier en fait pour comprendre, à qui je parlais, pourquoi ils voulaient me parler, puis aussi après de pouvoir offrir un accompagnement qui puisse aider, les autres parce qu'être médium c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi faire? Si c'est juste recevoir l'information ou est-ce que c'est aider les gens aussi? Donc Quand tu ça je dis l'ai te appris. faire quand tu dis te faire initier, est-ce Oui. que c'est quoi? Tu étais avec quelqu'un d'autre dans notre plan qui t'expliquait un peu les cordes du métier ou, tu as l'intuition que c'était autre chose, d'autres énergies qui t'accompagnaient et qui t'initiaient réellement? Alors oui, il y avait comme mon guide spirituel qui m'a comme aidée beaucoup au début. Après j'ai été, dans différentes écoles aussi, c'est pas en fait comment dire? J'ai pas été dans une école de médium. J'ai juste, parce que ça existait pas à cette époque-là, j'ai juste suivi en fait
on m'a montré d'aller dans certains cours et certaines formations pour, comment je dirais ça? Pour me déconditionner. Je sais pas comment le nommer autrement là, mais comme pour, en fait, surtout pour me purifier. C'était ça beaucoup le début de mon cheminement. Pour, donc j'ai fait énormément de détox, de détox alimentaire. À un moment donné, j'étais comme un peu folle avec ça. Je devenais crudivore. En tout cas, j'ai expérimenté toutes sortes de trucs, mais c'est parce que il fallait que mon corps se purifie de toutes sortes de toxines, en fait, qui pourraient, je vais dire dévier de l'information de lumière, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait énormément de choses comme ça. J'ai fait énormément de soins aussi énergétiques pour, me purifier. J'ai beaucoup guéri aussi de mes blessures. Fait que ça a été un long chemin, puis ça l'est toujours, hein. Je continue encore de m'initier, de me purifier, ouais, d'aller vers de plus de purification pour, hem, en fait, pour que le canal soit comme le plus pur possible, en fait, et qu'il y ait pas d'interférence. Mmh. Fait que ça a été ça mon cheminement, beaucoup. Quand tu parles de ton guide, j'adore comment tu le mentionnes comme si, oui, c'est mon guide, très bien. Ben J'aimerais oui. bien creuser un petit peu, c'est quand la première fois que, tu es entrée en contact avec ce guide et quelle est la nature de ce contact avec ce guide aujourd'hui, comparé à comment il était à l'époque? Ah, c'est intéressant comme question. Je vais être honnête, je me rappelle plus, mais c'était à Montréal. Puis en fait, comment j'ai su que c'était mon guide, c'est que, ben là, je le sens là, actuellement, il est là. Ouais. Ben, c'est que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a touchée dans le cœur. Parce que c'est ça aussi un petit peu la différence avec, ah, je vais dire quand tu ressens quelque chose de lumineux, c'est que ça vient te toucher. Ça vient me toucher dans le cœur. Puis, heu, de ce que je sais, hein, je le sens, il est là. Il dit bonjour. C'est une âme masculine, en fait. Puis en fait, je sais que c'était mon frère dans d'ancienne vie et il a accepté en fait de m'aider dans cette vie pour, m'aider à réaliser mon plan de vie et ma mission de vie. C'est comme ça que j'ai su un peu le rôle des guides spirituels, parce que des fois on en parle, mais c'est quoi les rôles des guides spirituels? Ben, de ce que je sais moi, puis ça reste qu'est-ce que moi je sais, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais qu'est-ce que moi j'ai expérimenté, c'est qu'ils m'aident. Donc il peut intervenir d'une certaine façon quand vraiment je dévie, mais il est là, à côté de moi, il m'aide Et tu auras un et exemple, de type d'intervention? Est-ce qu'on est sur de l'ordre du, je sais pas, on t'envoie des trucs, des bâtons dans les roues ou, on communique de manière plus ou moins claire, «Fais pas ça». Comment est-ce que ça se matérialise pour toi? oui, alors ça se matérialise de plein de de plein de façons différentes. Là, il est en train de me de là, il me dit de parler de mes voyages. Hem, oui, c'est quelque chose qui est quand même assez présent pour moi, les voyages, parce que je vais beaucoup m'initier dans les voyages. Donc notamment au Mexique, j'ai beaucoup appris le chamanisme au Mexique. Hem et puis, par exemple, quand il faut que je parte, hein, dans un voyage, quand il faut que je fasse quelque chose ou même que j'aille en France, quoi que ce soit, il va y avoir des signes très, très clairs, que je sais qui sont envoyés par mes guides, pour me dire que: «Hey, c'est le temps c'est le temps qu'il faut que tu y ailles» et effectivement, quand j'arrive là-bas, c'est exactement le bon moment et je trouve exactement les bonnes personnes. Puis ce que je fais, en fait, c'est que, en fait, bon, je leur communique quand même souvent, des fois pour des choses très concrètes, comme j'ai perdu mes clés, puis ils me les trouvent, C'est mais ça pratique. marche, hein. Ah oui, mais ça marche parce que j'ai un problème, mes clés, je sais jamais où elles sont, c'est comme ça et à chaque ouais, il rigole, bon. Et il le sait, puis je lui dis, je suis comme, je lui dis: «Mon guide, mes guides, aidez-moi à trouver mes clés», puis en 1 seconde, je les trouve. Bon. Ça, c'est pour le côté concret, mais sinon après, bah, c'est ça que je sais quand il faut que je parte, même des fois la date, on me dit la date, ça arrive, puis après, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais leur demander des confirmations. C'est-à-dire que, hem, hem, heu si je vois, par exemple, qu'il faut que je parte au Mexique, parce que je vais quand même souvent là-bas pour m'initier, ou au Guatemala ou en France ou dans une partie au Québec, je vois des signes. Là, je vais leur demander des confirmations. Je vais demander, OK, je demande à recevoir une confirmation, pour savoir s'il faut bien que je parte au Mexique, telle date, telle chose, ou qu'il faut que je lance tel projet, ou faut que je fasse telle chose.
Parce que souvent, moi, je vais recevoir les informations qui viennent pas nécessairement d'eux, ça vient de mon âme, ça vient, j'appelle ça de Dieu. J'ai des visions, puis je suis comme: «Ah tiens, c'est beau comme vision ça, je pourrais faire ça». Puis là, je vais leur demander: «Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que» puis là, ils vont me dire puis là, ils vont me montrer dans la matière. Soit ils vont me le dire en médiumnité ou ils vont me le montrer dans la matière souvent. Parce que la confirmation se place beaucoup dans la matière, dans l'expérience. Je sais pas comment l'exprimer là, j'espère que je m'explique bien là, mais parce que Ouais, c'est ouais, un c'est peu très mon clair. monde. Ouais. C'est très clair, mais du coup, quand tu dis, là, je l'entends, comment est-ce que toi tu le perçois et tu le reçois? Enfin, lui et tu dis «il», donc comme s'il y en avait plusieurs, donc comment est-ce que tu les perçois? Oui. C'est vraiment des présences bienveillantes. Il y a vraiment cette énergie de bienveillance qui est là. Et on le ressent. C'est difficile à expliquer parce que c'est subtil, donc pour ceux qui sont sensibles, on va le sentir. Bon, là, je suis en train de m'ouvrir à eux, fait que je les ressens. Moi, je suis pas clairvoyante, je suis, clairsentiente, donc je ressens et je reçois, donc je suis comme canal, donc je reçois de l'information. J'arrive pas à les voir, mais je les ressens. Hem, c'est difficile à Et quand tu expliquer. dis: C'est vraiment il comme des me dit», présences est-ce que tu les bienveillantes. entends ou c'est co tu vois l'information comment est-ce que l'information passe? S'ils ont un message à te faire passer, tu vois, typiquement là, tu parlais de voyage, de parle de tes voyages. Oui, Comment est-ce que toi tu as reçu cette info? qu'il fallait que je parte en Ouais. voyage? Enfin non, qu'il Ah, fallait que tu parles de tes voyages. Tu disais alors un peu plus tôt que ouais. ouais, alors soit je le reçois, dans ce qu'on appelle les synchronicités. Donc je vais le Non, recevoir, non, je voulais dire quand oui, genre là, un peu plus tôt dans la conversation, tu oui, disais, «Ah ben il me dit de parler de des voyages», comme quoi c'était une manière qu'ils avaient de me pousser dans la bonne direction. oui, Comment est-ce que toi, tu avais reçu cette info de: «Il faut que je parle de ça là maintenant»? Est-ce que tu entends par quelque chose? médium, Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que c'est juste une intuition qui dit: «OK, il faudrait que» comment est-ce que toi concrètement tu reçois cette info? je l'entends. Donc soit il me parle directement dans l'oreille, soit il m'envoie l'information par télépathie. C'est de la médiumnité. OK, et dès le départ, ça a été comme ça ou ça c'est Oui, devenu comme ça? non, Et dès le si départ, c'était dès c'est le comme ça. départ, comment est-ce que tu as réagi les premières fois, d'entendre quelque chose qui est pas de toi, au final? Ah, ça a été, pour cette première fois avec mon ami, ça a été, heu, en fait, ça a été à la fois bon et perturbant. Parce que, là, je voyais que je faisais du bien, je voyais que la personne, que mon ami, il était comme vraiment content de recevoir cette information-là. Mais c'était perturbant aussi parce que je me disais: «Mais comment ça?» parce que mon ami m'avait dit: «Mais comment ça tu sais ça?» Puis je lui ai juste dit: «Bah, je l'entends, c'est tout». Je sais pas pourquoi je le sais, mais je savais juste que la personne à côté de moi me disait ça et il fallait que je lui dise. Et c'est arrivé une deuxième fois, aussi. Là, c'était plus perturbant pour moi à ce moment-là parce que, hem, je vais comme faire un résumé, mais disons que pareil, la même expérience, on était dans une soirée entre collègues de travail et bon, au fil de la conversation, une des personnes, nous a parlé en fait de son ami. Un ami qui était mort il y a 1 an, puis elle était encore en peine de ça. Il est mort d'un accident, si je me souviens bien. Puis à ce moment-là, je l'ai senti cet ami-là, donc j'ai senti, l'âme de la personne qui était à côté de moi. Puis donc j'ai reçu de l'information et je lui ai dit, je lui ai donné l'information et là ça elle a comme été comme assez perturbée par, de recevoir ça. Puis, à l'époque, je savais pas trop comment gérer tout ça. Ça me venait naturellement comme ça, fait que je lui ai donné l'information. Puis après bon, on n'a pas reparlé à ce moment-là parce que c'était pas le lieu pour ça. Mais après elle m'a contactée, pour m'en demander plus. Elle m'a dit: «Écoute, j'aimerais bien en savoir plus, est-ce qu'on pourrait se voir?» Alors je lui ai dit: «Oui». Donc on s'est revus pareil à Montréal, au parc La Fontaine. À l'époque, dans la nature, je me sentais plus en sécurité, qu'ailleurs, bon.
Et puis, là, il s'est passé exactement la même chose. J'ai reçu de l'information pour elle et là, je vais pas le dire parce que c'est ça, je vais respecter l'intimité de qu'est-ce qui a été dit. Mais en fait, elle m'a dit, on a comme je sais pas comment l'expliquer, mais ils ont comme parlé finalement tous les 2. Elle lui a dit des choses qu'elle avait jamais pu lui dire. Faudrait que ça me touche de reparler de ça. Et lui aussi. Et en fait, ça leur a permis de clore, certaines choses et elle, ça lui a permis de faire la paix. Donc je sais pas si je réponds bien à la question, mais en gros, c'est vraiment la médiumnité. C'est comme la personne est à côté de moi, puis elle me parle comme si là, tu me parles, en fait, et moi, je l'entends. Petite parenthèse avant de continuer, ça fait maintenant 2 ans que je suis abonné à Gaïa. YouTube est génial, c'est ma plateforme de prédilection, mais on se retrouve souvent à devoir regarder des heures et des heures d'interviews pour trouver la réponse qu'on cherche. Gaïa, contrairement à YouTube, est organisé en séries et épisodes, fonctionnant vraiment comme un ensemble cohérent, ce qui permet d'aller droit au but et de gagner énormément de temps. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran les séries qui ont eu le plus gros impact dans mon propre cheminement et qui ont d'ailleurs notamment inspiré ce podcast. Je suis super content. Je leur ai envoyé un petit email et ils ont accepté de devenir partenaires de la chaîne. Donc si jamais ça vous intrigue, vous avez 1 semaine pour découvrir Gaïa gratuitement via le lien dans la description. Vous pouvez toujours regarder une saison sur le sujet qui vous parle le plus et puis annuler. Pour être honnête, c'est ce que j'avais fait. Puis j'ai fini par reprendre l'abonnement. Mais bon, dans tous les cas, je vous recommande d'aller voir, d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment hyper intéressant. Allez, on reprend. Est-ce que dans les premiers jours, enfin les premiers mois, est-ce que ça t'est arrivé de remettre en question ce que t'entendais et peut-être remettre en question ta santé mentale? Heu, Je sais que ça fait bizarre à poser, mais je sais qu'il d'accord. y a des gens qui se posent ça à la maison. Oui, Mais oui. du coup, concrètement, comment est-ce que dans les premiers jours, tu vivais ça en fait? Alors, en fait, bon, je vais continuer cette histoire-là parce que tu vas avoir les réponses après. Heu, Suite à ça, suite à cette expérience-là que j'ai vécue avec cette amie-là qui, et c'était quand même assez fort. Elle a pleuré, elle m'a dit merci, ça a été comme un moment assez important. Puis, suite à ce moment-là, je suis rentrée chez moi et là, je me suis mise à pleurer, vraiment fort. Là, j'étais complètement désamorcée. Puis là, je me disais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de devenir médium? Qu'est-ce qui se passe?» Parce que là, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, là. Ça, c'était en 2013, je pense, 2013, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça va, je suis à l'aise à dire, devant tout le monde que je suis médium, mais avant, non, pas du tout. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis moi, à ce moment-là, non, je me suis pas, demandé si j'avais un problème mental parce que, comment dire? C'était pas des histoires. J'étais avec une personne incarnée, en face de moi qui me validait les informations que je recevais. Moi, je le connaissais pas cet ami-là, là, je savais pas, je savais même pas qui était en tout cas. Je connaissais rien de cet ami-là, mais je recevais des informations que la personne me validait en face et me disait: «Ah oui, oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça». Fait que je me suis pas dit que j'ai un problème mental, je me suis juste dit en manière très crue, de manière très crue: «Merde, je suis médium, qu'est-ce que je fais avec ça?» Mais parce Mmh. que, heu ma mère m'avait aussi un peu ouvert à ce milieu-là. Elle avait déjà été, j'avais été déjà voir une astrologue. Fait que tu sais, j'étais pas non plus, j'avais déjà un pied dans ce monde-là. Fait que moi, j'y croyais déjà, en fait. C'est juste que je pensais pas le devenir à un moment donné, puis je savais Mmh. pas du tout quoi faire avec ça. Et c'est très perturbant pour, mon mental. Mon ego était très perturbé parce que et puis ça, on le dit pas assez que, quand on devient médium, c'est vraiment une autre perception de la réalité qui arrive parce que là, c'est plus comme si je me voyais juste moi et la matière. Non, je me vois moi. Je me vois moi. Oui, je me vois toujours moi, mais là, tu t'ouvres à autre chose et d'un seul coup, c'est comme: «Ah mais je suis pas toute seule, on n'est pas tout seul, il y a des guides spirituels, il y a d'autres entités aussi, il y a plein de monde dans le subtil, donc de ce qui n'est pas matière». Fait que ça change quand même beaucoup de choses. Puis après, ça m'a effectivement demandé, un travail que maintenant ça va, je maîtrise, mais au début, c'était pas facile d'être un peu entre les 2 mondes. C'est bizarre à dire d'être ici sur terre, mais d'être conscient qu'il y a aussi, plein d'autres énergies autour de nous. Tu vois, là, je te parle, puis je sens, là, il y a énormément de présences qui nous écoutent.
qui m'écoutent et qui sont en train de valider ou pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Puis je pourrais te dire aussi qu'ils sont contents que ce soit dit. Parce qu'il y a beaucoup de guides spirituels qui viennent me dire qu'ils aimeraient bien que ça se sache, qu'il y a des guides spirituels qui sont là pour aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'ils ont des alliés à côté d'eux qui peuvent les aider, tu sais. Hmm. Donc du coup, je le dis, sachez-le, vous avez des guides spirituels, puis tout le monde en a. Puis bon, vous me croyez ou pas, après ça reste mon expérience, mais il y a des gens qui sont là, qui peuvent nous aider, parce que c'est ça que c'est un guide spirituel. C'est pas quelqu'un qui va vivre ta vie à ta place, c'est quelqu'un qui va t'aider. Et il peut vraiment t'aider de manière très, très concrète, un peu plus que trouver tes clés, là. Mais ça peut marcher aussi. Ouais. C'est vrai que c'est une chose de comprendre les choses sur un plan intellectuel et puis le jour où tu le comprends, enfin tu l'intègres et tu le vis, c'est encore autre chose. Heu, on entend assez souvent dans le monde, de la spiritualité parler de nuit noire de l'âme. Est-ce que Oui. toi ça te parle? Qu'est-ce que Ah oui. c'est? Et déjà, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça te parle et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Merci de poser la question parce que je pense que il faut en parler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont traverser cette épreuve-là. Pour moi, c'est une épreuve, la nuit noire de l'âme. En fait, pour moi, la nuit noire de l'âme, elle arrive après l'éveil spirituel. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est un moment où on va comme s'éveiller à ce qui est spirituel, donc à ce qui est non matière. C'est ça que c'est la spiritualité. C'est ce qui est, ben, selon le Larousse, là, c'est la définition, c'est ce qui est relatif à l'esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui n'est pas matière. Donc au début, quand on vit ça, c'est un peu le high, là, c'est comme wouh, il y a autre chose, il y a les guides, il y a tout ça, tu sais. Puis après, de ce que moi j'ai vécu, puis de ce que d'autres gens ont vécu aussi autour de moi, arrive la nuit noire de l'âme. Donc quelques années après ou quelques mois, ça dépend des gens. Et la nuit noire de l'âme, bah, c'est la plongée dans ses ombres. C'est la plongée dans ses ombres, c'est la rencontre avec ses blessures, et c'est un passage nécessaire pour aller, selon moi, vers une autre phase qui est l'éveil à l'amour. Ça, c'est autre chose. Donc l'éveil, la nuit noire de l'âme, moi je l'ai vécu, je crois que c'était en 2020, donc c'était en plein dans la pandémie. Ça a pris un petit peu de temps avant que ça arrive en vrai, on va dire, parce que disons qu'avant c'était plus des initiations. Hem, où bah, là j'ai eu l'impression que j'étais plus connectée à mon âme. C'était quelque chose de vraiment fort pour moi. D'un seul coup, je voyais tout noir et ben, j'ai plongé dans mes pires blessures. J'ai plongé dans mes pires blessures, mais c'est là que je suis partie au Mexique, où ben, c'est ça, j'ai été comme, j'ai guéri énormément de choses parce que la mémoire de l'âme, ce qu'elle fait, c'est elle nous fait rentrer à l'intérieur de soi. C'est ça que ça fait parce que on n'a pas le choix de plonger à l'intérieur. On peut pas guérir avec juste une analyse de qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie. Moi, j'ai beaucoup analysé mes blessures, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mon père, ma mère, tout ça, oui. Mais ça, c'est juste la conscientisation. La conscientisation, c'est pas la guérison. La guérison, c'est la présence, c'est l'amour, c'est l'accueil, c'est la transmutation. Et pour ça, bah, faut les rencontrer, les blessures dans le corps. Et c'est ça que ça fait le noir de l'âme. Et c'est de ce que moi j'ai vécu en tout cas, et de ce que je vois que d'autres personnes vivent, c'est que c'est comme des expériences constantes qui va t'arriver pour que tu puisses rencontrer tes blessures à l'intérieur de toi. Donc le piège, c'est de rester dans la perception de l'ego, dans la victime, dans le drame. Et là, ben il faut comme revenir à l'intérieur de soi et en tout cas pour moi, et aller libérer ce qui doit être libéré. Il y a souvent une thématique, hein, il y a souvent une thématique qui revient. Souvent, c'est la même thématique pour aller comme plonger dans ces blessures-là. Et c'est un moment qui est hyper important parce que ça vient, c'est comme si on revenait sur terre un petit peu. Parce que l'éveil spirituel de ce que j'ai vécu, ça nous met un peu high des fois. On est un peu wouhou, tu sais. Puis la nuit de l'âme, elle fait arriver à l'intérieur de soi. Et c'est là où bah c'est pas facile parce que c'est voilà, faut guérir ce qui s'est passé dans cette vie, parfois dans les vies antérieures, ou ce qu'on appelle le karma. Faut guérir aussi les mémoires transgénérationnelles. Puis oui, je dis il faut parce que bah c'est la seule manière de s'en sortir. c'est c'est juste d'aller comme déposer de la lumière, donc de la conscience et de l'amour à l'intérieur de soi dans ses ombres.
Voilà, selon moi. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que moi je pense de la lumière de l'âme. C'était très intéressant et j'aimerais bien peut-être passer un petit peu plus de temps sur la solution, sur comment est-ce qu'on fait justement pour transmuter ces énergies. Parce que quelque chose que j'observe, dans mon entourage et dans les gens qui écoutent le podcast, c'est je crois qu'on arrive et c'est déjà pas mal de mettre le doigt sur, ce qui va pas, sur la blessure, Mmh, mais une des difficultés parfois, c'est à sortir du enfin, on commence un travail, mais je vois beaucoup de gens qui rentrent dans ce travail, mais qui en sortent jamais. Où c'est un travail un ouais, peu perpétuel et il y a un peu ce risque d'être dans une boucle infinie, d'essayer de résoudre le problème et en fait, ne faire que tourner autour de ce problème. Ta compréhension et j'imagine que la solution va dépendre d'une personne à une autre, va dépendre d'une blessure à une autre, mais, est-ce que tu aurais quelques pistes à partager pour aider les gens qui nous regardent, qui peut-être auraient mis le doigt sur ce qu'il y a, à peut-être dépasser et transmuter ces énergies? mmh mh. Bah, oui, donc des solutions, il y en a plein. Heu, bon, tu sais, c'est sûr qu'après ça dépend individuellement de qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a des solutions aussi au niveau, énergétique et psychologique aussi. Mais, ce que je peux dire là, pour aider, les gens qui ça résonnerait, ça serait vraiment la question de la présence. Parce que ça dépend de comment à quelle de quelle place à quelle place tu pars, pour te rencontrer toi. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que tu pars, est-ce que tu vas à la rencontre de tes blessures avec, ton ego ou des parties de toi victimes, ou est-ce que tu y vas avec l'énergie en toi qu'on appelle la présence et qui est capable de se détacher aussi du corps de souffrance? Et pour moi, une des clés, c'est ça. Et c'est pas nécessairement facile à trouver, mais c'est comme un espace de détachement. Hem, et justement, ça se trouve dans la mémoire de l'âme. Heu, C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est comme s'il fallait se détacher de parties de nous qui veulent nous sauver ou qui veulent réussir ou qui veulent, je sais pas quoi. Puis il faut juste être avec ce qui est là. Je sais pas si je me fais comprendre là, mais c'est comme, c'est vraiment une question de conscience et de présence et de rentrer dans le corps pour aller les rencontrer et rencontrer la souffrance à l'intérieur de soi, mais s'en détacher en même temps. Je sais pas si c'est ça là, mais c'est comme, ben, je sais pas si tu me comprends, mais c'est comme, c'est de pas s'attacher, en fait, à cette souffrance-là. C'est de la laisser aller à un moment donné. Et et j'ai l'impression, en tout cas moi, les personnes que j'accompagne, des fois, ils sont comme souvent pris dans un discours intérieur qui les aide pas non plus. Mmh. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça tourne en rond. Mais ça tourne en rond parce qu'il y a pas, pour moi, il y a pas assez encore de présence plus profonde encore. Il faut aller comme plus profond puis laisser aller à un moment donné. C'est difficile d'expliquer ce que c'est le plongeon en soi, là, hem, mais c'est Oui, comme, je pense parfois aussi ce que tu partages qui résonne en moi, c'est parfois il y a aussi une certaine identification à cette souffrance. Où on se dit: ben en oui, fait, ça fait tellement longtemps qu'on la trimballe que c'est oui, devenu une partie de notre identité et que ce qu'il faudrait, c'est justement s'en détacher, mais ça veut dire se détacher d'une partie de son identité et tant qu'on n'est pas à l'aise avec cette idée-là, ben en fait, on n'arrivera pas à se détacher, en fait. Donc oui. sortir de ce rôle de victime et je sais que c'est facile à dire et très compliqué, parfois plus compliqué à le faire, et ça invalide pas non plus ce que les gens pourraient avoir vécu, mais j'imagine que c'est parfois nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Exact. Ça d'ailleurs, tu vois, en chamanisme, c'est un aspect qui est très important. C'est ce qu'on appelle l'énergie de la mort. La mort est un peu tabou dans notre société. On n'aime pas en parler. Puis je suis pas en train de parler de la mort physique. Je parle plus de la mort psychique, de cette énergie à l'intérieur de nous qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Et je trouve ça un peu tabou d'en parler, même moi, il y a une partie de moi qui fait comme: «Non, on parle pas», mais oui, je pense qu'il faut en parler parce que, c'est une énergie à l'intérieur de soi qui nous permet de laisser aller justement, de se détacher de ces identités, un peu fausses, effectivement. Mais, ah, pour arriver au détachement, selon moi, il y a aussi une des clés qui est d'accepter aussi l'attachement. Tu sais? Parce que il y a aussi un aspect aussi à l'intérieur de soi qui peut créer, une contraction, c'est la lutte. Et souvent, j'ai vu beaucoup de monde, bah, qui viennent me voir en séance ou même des amis qui luttent avec eux-mêmes parce que là,
ils savent dans quoi ils sont et là ils arrivent pas à s'en sortir, puis après ils s'en veulent de pas s'en sortir, puis souvent ce que j'amène la personne à faire, c'est: «OK, relax, relax, accepte-toi. Accepte-toi dans qu'est-ce qui est là, accepte qu'est-ce qui est là, accueille». Je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme en même temps, moi, je me suis beaucoup libérée avec cette posture-là à l'intérieur de soi. C'est ce que j'appelle la souveraineté intérieure. C'est comme, c'est arrêter d'être victime de soi-même, finalement. Mais pour ça, faut comme avoir un méta-regard. Tu sais, c'est constant. C'est constant. C'est juste s'observer, s'accueillir, accueillir ses jugements, puis aller toujours un peu au-delà. Et ça, on le fait avec l'énergie de la mort, mais c'est la mort chamanique. C'est comme, c'est la mort justement qui nous permet de nous désidentifier de certaines choses qui nous font pas du bien. Donc là, on est comme conscient que, OK, là, il y a la partie de moi qui se victimise, il y a la partie de moi qui me juge. Je vais l'accueillir, je vais l'accepter, mais je vais arrêter de la nourrir. Tu sais, Hmm. je vais comme pousser, je vais comme pousser un peu plus loin pour me laisser devenir quelqu'un d'autre, en quelque part. Hmm. On parle de chamanisme, j'y connais très peu. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce que ça représente pour toi, ce que ça signifie et de peut-être quel rôle pourrait jouer le chamanisme aujourd'hui dans notre société? Hmm, question intéressante. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de chamanisme. C'est un mot que je fais attention parce que des fois, il est utilisé de toutes sortes de façons. Le chamanisme, dans ce que moi j'ai appris, c'est que c'est d'être un intermédiaire entre le subtil et le non subtil, la matière, oui, c'est ça. Donc, mais le chamanisme le fait d'une manière, dans une intention de guérir. C'est ça que c'est le chamanisme comparativement au médium, à la médiumnité. Le médium va recevoir de l'information. On le voit là comme il y a quand même beaucoup de médiums en ce moment là sur YouTube, puis eux, ils reçoivent de l'information. C'est pas nécessairement pour guérir. Le chaman, oui, il y a une intention de guérir. Ce qu'il va faire beaucoup, c'est qu'il va travailler avec les esprits. Donc les esprits de la nature, par exemple. Moi, j'ai beaucoup d'esprits, différents esprits qui viennent me voir dans les soins. Je sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Et les esprits et le chaman va se mettre en contact avec les esprits pour aider la personne qui arrive avec une intention. Ça, c'est hyper important pour le chaman, de travailler avec quelqu'un qui a une intention. Moi, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans un soin, je lui demande toujours: «Pourquoi il est là? C'est quoi ton intention?» Parce que, hem, le chaman, il va travailler avec l'intention de la personne. C'est le chaman, il travaille beaucoup avec la souveraineté de la personne. La personne est souveraine, elle vient voir quelqu'un qui peut l'aider à avancer sur tel et tel sujet. C'est clair, c'est nommé et après le chaman peut travailler parce que les énergies vont se mettre, au service de l'intention. Donc là, le chaman peut être un intermédiaire. L'intention, c'est une loi spirituelle, la loi de l'intention et pour moi, c'est très important parce que le chaman, c'est un intermédiaire, fait que s'il y a pas d'intention particulière, ça peut aller dans tous les sens. Donc, mais ça arrive qu'il y a comme une personne qui est comme ouverte à qu'est-ce qui est présent, mais là, à ce moment-là, on va comme mettre l'intention de recevoir, qu'est-ce qui est bon pour la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir pour avancer sur son cheminement. Donc c'est ça ce que c'est le chamanisme, c'est assez simple, hein. Et oui, après, il peut y avoir plein d'outils, à disposition, comme, bah, la médiumnité ou des tambours, mais ça, pour moi, c'est des outils. C'est le tambour ne fait pas le chaman, le chaman est d'abord un intermédiaire. Puis après, ben, il va utiliser tel et tel outil, telle et telle chose, la médiumnité, pour que la bonne énergie puisse arriver à la personne pour l'aider dans son intention. Quand tu parles d'outils et de chaman, je sais que c'est probablement assez limitant de ma part, mais je te fais part de ce qui, moi, me traverse C'est correct. et à quel point ma compréhension est limitée. C'est je pense directement à tout ce qui est plantes médicinales et en particulier Ouais, l'ayahuasca ouais. qui fait beaucoup de bruit en ce moment, surtout aux États-Unis, où ça devient presque, une mode. Oh ouais. Est-ce que tu es familière avec ces outils-là? Et quelle est leur fonction? Comment enfin, je sais pas à quel point est-ce que tu es familière déjà? Et à quel point tu te sens à l'aise d'en parler plus? Dis-moi? Pas de problème. L'ayahuasca, oui, moi, j'en ai fait une fois.
OK. Et ça Mais je veux ça bien m'a pour les quand gens qui nous regardent peut-être et qui ont pas, de contexte sur ce que c'est, est-ce que tu peux parler ah un petit oui, peu plus de oui, oui, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et dans quel contexte est-ce que c'est utilisé et comment est-ce que ça aide? oui. Alors donc l'ayahuasca, c'est ce qu'on appelle une plante hallucinogène. Donc on la prend en boisson et elle nous amène dans des hallucinations. C'est ça que ça fait. La personne qui prend l'ayahuasca va vivre un voyage hallucinatoire, c'est vraiment ça, mais qui, quand il est bien fait, puis tout est là en fait, quand il est bien fait, quand il est bien tenu, il peut vraiment t'aider à trouver certaines réalisations, certaines révélations. Par exemple, moi, quand j'ai pris l'ayahuasca, c'était il y a plusieurs années, en fait. C'était à Montréal et j'étais vraiment guidée pour faire ça et je l'ai fait avec une personne que je connaissais, avec qui j'avais confiance, en petit comité. Je me sentais vraiment en sécurité de le faire et ça a été pour moi absolument formidable. Je sentais que je pouvais le faire parce que j'en avais besoin pour dépasser certains blocages que j'avais à l'intérieur de moi. Donc c'est ça que ça fait en fait la plante hallucinogène, ça te permet d'aller plus loin, ça permet de te dépasser en fait. Et Hem, en quoi est-ce que ça aide? hem, ben c'est, hem, je sais pas comment répondre à cette question-là parce qu'il me semble que je l'ai répondu, mais c'est parce que en fait ça te met dans un autre état de conscience. C'est ça que ça fait. Ça te met dans un autre état de conscience, qui te Est-ce que peut-être permet ça t d'accéder s à autre chose. C'est mmh, comme, disons que moi, je peux parler de mon expérience tout simplement. Ça va peut-être être plus facile, plus concret. mmh. Quand j'ai pris l'ayahuasca, en fait, j'avais très peur. J'étais tétanisée. Et en fait, j'ai comme réalisé que c'était mon ego qui était terrorisé parce que j'ai comme peur de perdre le contrôle, tu sais. Puis moi, en fait, oui, je pratique le chamanisme, mais je suis pas, en fait, je suis pas pro plante hallucinogène, mais ça, on le verra après, mais c'est parce que je pense qu'il y a comme de l'abus qui est fait. Parce que chamanisme, c'est pas des plantes hallucinogènes. Tu peux en prendre, mais il faut pas que ça devienne juste le point central, tu sais. Il faut que ça devienne, il faut que ce soit bien fait, en tout cas, bref. Mais à l'époque, quand je l'ai fait, je sentais que c'était OK pour moi de le faire et j'avais peur, j'avais très peur, peur de perdre le contrôle et bon, j'ai été vraiment très, très bien accompagnée, et quand j'ai commencé à prendre la plante hallucinogène, j'ai senti les effets que j'ai vécus et tout de suite, j'ai entendu le mot «meurs». Puis j'étais comme: «Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Meurs, meurs, meurs!» J'étais comme: «Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, je me suis rappelée d'une amie qui était plus à l'aise à prendre des voyons mettons du tu sais du pot, de la marijuana, tout ça. Moi, je prends pas ça, tu sais, je suis pas tu sais. Mmh. Puis elle m'avait dit: «Tu sais, relaxe, relaxe-toi». Puis je me suis relaxée à ce moment-là et quand je me suis relaxée, c'est là où la magie a opéré parce que là, j'ai vécu un voyage, parce qu'en fait, j'ai comme accepté de mourir. C'est bizarre à dire un peu, je suis désolée, mais c'est la même chose. C'est comme en fait, c'est mon ego. J'ai accepté que mon ego meurt, que le contrôle, puis je me suis comme laissée aller et là, j'ai vécu mon voyage. Je sais pas si je suis à l'aise d'en parler là parce que c'est plus intime, mais on m'a montré, bon, ouais, je peux le dire, on m'a montré, hem, beaucoup de choses sur qu'est-ce que j'avais vécu dans ma vie, beaucoup de souffrances, beaucoup de trucs. Puis après, j'ai comme ça s'est arrêté et après on m'a deman j'ai vu une image où on me disait: «Bon et maintenant? Et maintenant qu'est-ce que tu fais? Après avoir vécu toutes ces souffrances-là?» Et là, j'ai vu une grande lumière arriver et là, j'ai su qu'en fait, finalement, c'est un peu compliqué à expliquer, mais peu importe toutes les souffrances, que j'ai vécues, la lumière est là, puis ce que j'ai à faire maintenant, c'est nourrir la lumière. En tout cas, c'est ça que j'ai vécu, en fait. Puis ça m'a comme en fait, cette expérience-là m'a permis de connecter, en fait, à ma lumière intérieure, mais de la voir concrètement, puis de me montrer le chemin pour ça. Hem, donc bon, moi, c'est ça que j'ai vécu. Après, j'ai eu envie de le refaire, mais je l'ai pas fait parce que j'ai senti qu'il y avait un attachement en moi à ce high-là, tu sais, à ce truc, Mmh. «Ah, il me faut ça», tu sais, un peu comme si même je pouvais ressentir une forme de dépendance. Puis c'est un peu ça que je vois aujourd'hui parce que,
tu sais, on est dans une société beaucoup dans le faire, beaucoup dans la performance, beaucoup dans l'outil, puis on dirait que les gens se disent qu'ils ont besoin de ça pour accéder à d'autres états de conscience, puis Ce que tu viens d'écouter te parle, j'avais envie qu'il t'accompagne au-delà de cet épisode. C'est pourquoi j'ai créé ce que j'appelle des cartes vibratoires. Donc, c'est des œuvres que j'ai réalisées avec un mot et une intention à l'arrière que tu poses chez toi, dans ton salon, dans ton frigo, enfin sur ton frigo, et qui te rappellent au quotidien une vibration ou un état d'être que tu as envie d'incarner. Chaque mois, j'en envoie gratuitement à 100 d'entre vous. C'est ma manière de vous remercier de faire partie de cette communauté qui continue de grandir. C'est vraiment magnifique. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en description. On reprend. je pense que en fait, mon avis à moi, c'est que ça peut aider, mais c'est comme toute chose, si tu en abuses, ça peut être dangereux. Puis d'après ce que j'ai entendu, il y a des choses qui sont dangereuses. Il y a des contextes qui sont pas bien faits, bien tenus. Tu sais, il y en a qui le font pour l'argent aussi, en tout cas, tu sais, ils le font pas pour une visée, tu sais, de guérison, mais plus pour faire de l'argent. Fait que, tu sais, c'est comme après, c'est ta décision si tu veux faire l'ayahuasca, mais choisis bien avec qui tu veux le faire, puis écoute si c'est vraiment juste pour toi, puis peut-être ne donne pas toute ton intention d'évolution sur la plante. Ça reste juste un outil, hein, ça reste une plante, c'est un esprit en fait aussi qui rentre en toi, puis ça vaut le coup de bien le faire en fait. Puis je trouve que des fois, c'est d'après ce que j'entends en tout cas, c'est pas toujours bien fait parce que on est dans une société où on veut vite les choses, tu sais, alors vite, je veux l'illumination, vite ça, vite ci, puis moi, dans mon cheminement de chamanisme, c'est pas ça que j'ai pratiqué. Je l'ai fait une fois seulement, puis j'ai eu d'autres initiations, mais pas avec l'ayahuasca. Peut-être que je la Mmh. reprendrai. Mais c'est pas indispensable. Tu peux le faire, mais je trouve que des fois, peut-être on le fait trop. Super intéressant et chouette parenthèse parce que j'en avais pas encore parlé dans le podcast et c'est un sujet qui m'intrigue. Je sens une ouverture. Je crois que c'est intéressant qu'on continue à explorer ce que les drogues hallucinogènes pourraient faire et notamment aux États-Unis, il y a une nouvelle loi qui est passée pour, autoriser, les études scientifiques sur l'impact des drogues hallucinogènes sur, le PTSD pour les anciens militaires et je crois que c'est intéressant de ne fût-ce qu'explorer parce que je crois qu'il y a on parle de chamanisme, je crois qu'il y a tout un tas de cultures ancestrales qui avaient compris comment elles pouvaient utiliser ces outils justement pour aider dans la guérison. Mais là où Oui, je te rejoins, c'est faut pas faire ça n'importe comment, j'imagine, et pas que ça devienne une béquille et penser et à nouveau donner donner son pouvoir à ces outils-là. On a notre pouvoir et exact. on est maître. Mmh. J'aimerais revenir sur ce que tu mentionnais. Tu parlais de la date 2012 comme étant un peu la date qui a été le point déclencheur pour toi. Euh, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as une compréhension de ce qui s'est passé en 2012 qui a fait que ça se soit passé à ce moment-là? Est-ce que, tu vois, on parlait de mission de vie. Est-ce que tu as eu des infos de tes guides en fait, c'était le moment où tu avais décidé que ça allait s'accélérer? Est-ce que, en fait, c'est concours de circonstances qui a fait que c'est arrivé à ce moment-là? Comment est-ce que toi, tu comprends la temporalité aujourd'hui? Alors, oui, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, c'était ce moment-là, que je débute, mon éveil spirituel, pour que je puisse, aider, certaines personnes à trouver leur mission de vie, puisque c'est une de mes spécialités. Et parce qu'en fait, c'était le moment, tout simplement, qu'il y a eu après des vagues d'éveil spirituel où les gens se demandaient c'était quoi sa mission de vie, puis j'ai quand même aidé quand même beaucoup de gens dans ce domaine-là, à ce moment-là. Et puis aussi, il y avait aussi un moment, quelque chose en lien avec ma guérison aussi. Parce que j'ai rencontré certaines personnes, dans différents cercles de femmes ou retraites avec qui j'avais du karma, fait que j'ai libéré mon karma. Donc c'était aussi le temps aussi d'aller libérer certaines choses. Donc voilà, c'était à ce moment-là. Et puis, de ce que je sais aussi, ça c'est comme une information, c'est pas venu de mes guides, mais plus de mon expérience. Puis
je veux comme le transmettre ici pour peut-être que parce que moi, en tout cas, ça a résonné pour moi, mais je suis aussi instruite depuis 4-5 ans sur la cosmovision Maya. Et puis, comme on sait, le 2012 était comme une date connue par les Mayas, mais c'est vrai pour en tout cas mon instructeur puis différentes experts dans ce domaine-là. Ce qui s'est passé en 2012 et particulièrement le 21 décembre 2012, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu un changement d'énergie et on est arrivé dans les énergies de Carib Arpu, donc c'est en quiché qu'on dit ça, ça veut dire quatre lanceurs de Sarbacane, mais en gros, ça nous amène dans une énergie, et je pense que c'est jusqu'en 2032, faudrait que je vérifie, mais un truc comme ça. C'est dans une ère, une énergie qui nous amène à réorganiser, à nous réorganiser, donc nous les humains, à nous réorganiser pour qu'on puisse rayonner, pour qu'on puisse tous être dans Harpou. Harpou, c'est l'archétype du grand vainqueur. C'est celui qui réussit à vaincre l'ombre. C'est celui qui a trouvé ses dons et ses talents et qui incarne sa lumière en fait. C'est Harpou, c'est celui qui nous conduit à ce que les Mayas appellent Winak, qui est un peu la même chose que le Christ pour les chrétiens. Là, c'est intéressant. En fait, c'est le fil de Dieu. Là, j'incarne le divin, mais pour les Mayas, c'est intéressant. La lumière, c'est pas quelque chose de wouhou. C'est juste comme quelqu'un qui a trouvé ses dons et ses talents et qui l'offre au monde et qui reçoit aussi de qu'est-ce qu'il offre. Et donc, ben là, il est comme dans sa mission divine. Donc, quand j'ai reçu cette information-là, je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, ah ben c'est ça. 21 décembre 2012, moi j'étais en Argentine à ce moment-là, puis c'est là que ça a commencé pour moi, cette espèce de chamboulement où effectivement on m'a comme amené à incarner mes dons et mes talents pour pouvoir rayonner, donc en fait les offrir puis aider les gens. Mmh. Voilà. Ouais, donc comme si je comprends bien, c'est pas, une date fixe où tout s'arrête, où tout commence, mais par contre, c'est comme le solstice où c'est un peu le point de bascule qui, nous fait entrer dans, une autre phase. Hem, mmh Ouais, ben c'est parce que ça dépend aussi, ça dépend des plans de vie de chacun aussi, puis du grand plan aussi. Ça c'est des choses que j'enseigne aussi parce que on n'est pas tout seul, hein. On est comme toute une gang ici, tout un groupe sur Terre, puis c'est pas tout le monde qui a le même éveil spirituel, qui a les éveils spirituels en même temps, puis tant mieux parce que je pense que ça serait un peu le bordel, tu vois? Si tout le monde était comme ça. Donc il faut qu'il y ait comme des gens en avant, des gens après, puis il y a aussi un grand plan, c'est-à-dire que, tu sais, pourquoi en ce moment il y a beaucoup de guérisseurs qui arrivent sur Terre? Pourquoi, on parle de plus en plus de spiritualité, de chamanisme, mais c'est parce qu'il y a un besoin, mais c'est aussi de ce que moi je ressens, le grand plan. C'est-à-dire que je pense que Dieu, le divin, veut qu'on guérisse, que, OK, c'est bon, là, on sort de l'ombre, mais pour sortir de l'ombre, il faut guérir. Donc, ben là, il faut des gens, il faut qu'on active nos dons, il faut que les guérisseurs prennent leur place. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. C'est un peu comme si une fois qu'on a comme notre mission de vie, on est comme connecté un peu à cette grande conscience, cette intelligence divine qui nous dit un peu qu'est-ce que nous on a à faire pour que le grand plan, je l'appelle comme ça, puisse se passer. Donc peut-être que toi aussi, c'est pour ça que tu as créé ce podcast-là, pour qu'il y ait des gens qui tombent sur les vidéos, que ça les inspire, puis qu'ils avancent dans ce cheminement-là, parce que bon, c'est bien beau là de se dire oui, devenons lumière, puis tout ça, oui, mais il y a des étapes. Il y a des étapes, puis on a besoin de tout le monde, de tous les dons et tous les talents. Mmh. J'aimerais bien revenir sur un élément que tu avais partagé aussi au début parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la section de commentaires de mes vidéos, donc je me sens le devoir de l'aborder et d'explorer ce sujet-là. C'est quand tu parlais d'initiation et que tu parlais d'être Oui, exposé à la lumière et aux ombres. Je veux oui. bien que tu me parles un peu plus de certaines de tes expériences, justement, de faire face à ces ombres, ce que tu as vécu, ce que tu as perçu et comment est-ce que tu as appris à naviguer, en fait, cette dualité et à j'aime pas utiliser le mot protéger, mais, à faire en sorte que tout ça que tu restes dans la lumière, on va dire. Ça c'est tout un apprentissage. Puis hem, disons que je pense que la première fois que j'ai senti des ombres, on va dire, c'était, je pense que c'était, je sais plus quand, c'était après, après une relation plutôt difficile qui m'a mis dans une vibration un peu basse.
Ça, c'est une des clés aussi. Donc ça m'a mis dans des vibrations plus basses, puis là, j'étais comme, je ressentais plus, des énergies sombres. Comment on fait pour sentir les énergies sombres? Ben, ces énergies-là, elles nous envoient des pensées négatives. Donc vraiment, c'est ça, là, c'est comme quand tu es aux prises avec des entités sombres, parce que ça existe, il y en a plein sur terre, tu vas avoir des pensées obsessionnelles, régulières, tu vas avoir des pensées sombres. Il y en a qui ont des pensées de suicide, alors qu'en fait, ils sont pas nécessairement suicidaires, mais il peut y avoir ces influences. Ça, c'est des influences subtiles. J'avais même des pensées un peu, pas suicidaires, mais proches quand même. J'avais comme des pensées, tu sais, ça, des pensées sombres, sauf qu'à l'époque, je savais pas comment, gérer ça. J'étais Et pas pourquoi médium est-ce professionnel à que, ce tu vois, moment-là. je mets ma casquette d'explorateur sceptique. Pourquoi est-ce Ouais, que s'il y a des entités, et ça c'est déjà une hypothèse, mais s'il y a des bien entités de sûr. l'autre côté, partons du principe qu'il y a des positifs, des négatifs, pourquoi est-ce que ces entités négatives voudraient venir nous embêter, nous chamailler et nous envoyer des pensées sombres? Est-ce qu'ils n'auraient pas autre chose à faire au final? C'est une bonne question, faudrait leur demander. Mais, en fait, de ce que je sais, c'est que, ben, il y en a qui c'est parce que c'est large ce domaine-là, là, mais, OK, OK, bon, il y a en fait plusieurs types d'ombres. Déjà, faut dire ça comme ça, là, c'est comme parce que quand on parle des entités, il y en a plein d'entités. C'est quoi les entités? Est-ce que c'est les amérantes? Est-ce que, c'est des reptiliens? Est-ce que c'est d'autres types, genre, démons? En tout cas, je suis désolée, je parle des vraies affaires, mais bon, il faut quand même que je dise ces mots-là, je peux pas, être trop floue. Mais tu sais, toutes ces c'est quoi c'est quel type d'entité? Parce que chaque entité a, un objectif et a quelque chose qui veut de l'humain. Et tu sais, faut parce que des fois, en fait, les humains, ils pensent les entités, ils ont pas de conscience, ils sont pas intelligents. Mais oui, c'est des consciences, c'est des intelligences, puis ils veulent quelque chose de nous. Ils veulent de la noirceur, ils veulent des fois se nourrir de nos émotions, ils veulent, nous influencer, en fait. Il y en a aussi qui veulent juste s'amuser. Donc j'ai vu ça aussi avec, dans moi, ma propre expérience. Il y avait comme des amérantes qui s'amusaient, qui m'envoyaient, des fax, qui me disaient des trucs, tu sais, même des fois, il y a même des trucs, au début, là, j'en trouvais des trucs un peu salaces, là. Je suis comme: «Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là?» Puis là, j'ai compris qu'en fait, c'était des farceurs. Il y en a aussi des farceurs, donc ça, c'est comme les moins nocifs parce qu'ils font juste des farces, tu sais. Donc bon, ça, c'est plus facile à enlever. Mais il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Puis ce qu'il faut savoir aussi, puis ça, je veux le dire aussi aux gens parce qu'on le sait pas, c'est que ces ombres-là, souvent, elles sont organisées. Tu sais, s'il y a toute une ombre en arrière qui se nourrit des humains, ça on le sait pas, mais il y en a, c'est parce que maintenant on le sait de plus en plus, mais ils se nourrissent de nous. Donc ils veulent nous influencer parce qu'ils ont un intérêt de nourrissement, à la fois d'énergie et toutes sortes de choses. Parce qu'il y a différents types de conscience sur Terre. Il y a des consciences lumineuses et des consciences moins lumineuses, puis il y a différentes hiérarchies aussi. Il y a de la hiérarchie dans l'ombre aussi, donc faut savoir ça. Puis quand on devient énergéticien et chaman, on est initié à ça pour comprendre les différentes hiérarchies, parce que des fois, tu sais, tu peux aller dans un lieu puis offrir un soin de lieu, mais t'as juste enlevé les farceurs, t'as pas enlevé d'autres trucs qui sont comme reliés à une plus grosse hiérarchie, puis si t'as pas enlevé la source, ben ça revient. Mmh. OK, donc ce que je comprends bien, c'est que il y a toute une complexité au monde de l'invisible et que c'est Oui. plus que juste, des entités positives et négatives. C'est qu'en fait, c'est tout un autre monde, tout Ah comme, oui, dans notre plan, dans notre monde, il y a tout un tas de types d'êtres différents. Bah, j'imagine qu'il y a ce même degré de complexité de l'autre côté et que les motivations de tout un chacun, et les moyens de tout un chacun va aussi dépendre de ce à quoi on a affaire. Heu exact. 2 questions que j'ai pour toi et puis progressivement on va clôturer la discussion. La première, c'est comment est-ce que toi tu as appris à faire la distinction entre, les entités positives et négatives auxquelles tu te connectes? Parce que Ouais, un des commentaires qui revient assez souvent, c'est cette idée que, ces entités un peu plus sombres, sont aussi capables de se faire passer pour, des entités de lumière tout à fait. pour arriver à leurs fins. Oui. Donc voilà, c'est la première et puis la deuxième question, ça sera comment est-ce que toi tu as appris à te protéger, à rester justement dans une vibration haute? Mais on va laisser ça, juste après. On va quoi? Donc on va répondre à cette deuxième question juste après, mais du coup pour commencer, la première question, Ah c'est oui, comment est-ce que toi tu as appris à faire la distinction entre les deux? oui. Hem
Ah! Là, c'est une bonne question. C'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui m'a fait comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'après, ouais, il faut qu'on réapprenne à redevenir sensible aussi. Puis moi, il y a un truc que je dis souvent, parce que je fais des formations aussi, puis je l'enseigne maintenant, puis c'est comme, hem, le pire, c'est pour les clairvoyants. Parce que l'ombre arrive beaucoup à manipuler le mental et la vision. Donc, tu sais, eux, ils arrivent à se déguiser. Mais l'énergie ne ment pas. C'est-à-dire que, aller à côté de toi, tu vas ressentir si c'est bien ou pas bien. Donc, en fait, en gros, il faut être dans ton corps. Faut rien, parce qu'en fait, ces entités-là, et surtout les reptiliens, ils arrivent beaucoup à manipuler le mental. Et le pire, c'est quand tu es trop dans ta tête et que tu reçois des images, puis là, c'est comme méfie-toi. Parce que c'est le ressenti ne ment pas. Tu vas le ressentir, ton corps ne va pas te mentir. Tu vas, tu vas le sentir, tu vas avoir ton ventre qui se noue, tu vas avoir quelque chose qui est comme, non, il y a quelque chose qui marche pas. Généralement, la lumière, elle touche dans le cœur. C'est comme, ça va te toucher, tu vas le savoir. L'ombre, elle arrive beaucoup à manipuler, avec des belles phrases, avec des beaux mots. Après, c'est vaste, hein, comme sujet, on peut, et elle manipule de toutes sortes de façons, puis c'est comme, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de plus en plus de partager parce que les gens le savent pas, en fait. Ils se font avoir, il y a beaucoup de gens qui se font tellement avoir par l'ombre, qui effectivement se fait passer pour de la lumière. Euh, mais ce que je pourrais dire, c'est faites attention aux mots et, tu sais, oui, les mots, les belles phrases, d'accord, mais revenez dans votre corps et dans votre ressenti, dans votre instinct. Euh, Moi, je l'ai appris comme ça. Je l'ai appris dans mon instinct. J'ai appris à revenir dans mon corps, en fait. Puis on m'a guidée d'ailleurs à revenir dans mon corps parce que je suis massothérapeute. Puis j'étais massothérapeute avant d'être professionnelle médium. Puis j'ai compris pourquoi. Parce que comme j'étais pas dans mon corps, ça c'est encore notre danger, c'est quand les médiums commencent, ils sont pas dans leur corps. Mais si t'es pas dans ton corps, il y a d'autres gens qui vont rentrer, hein. Parce que la possession, ça existe. Les entités, elles entrent en toi et elles peuvent faire toutes sortes de choses. Donc ça, c'est encore une autre chose. Pour se protéger, il y a plein de choses. Oui, il y a des outils, la flamme violette, rester dans des fréquences hautes. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est regardez d'abord qu'est-ce qui fait que vous avez attiré l'entité. Ça, c'est la clé. Parce que moi, j'en ai fait là des soins avec des chamans, des trucs. Puis, parce qu'à un moment donné, quand je maîtrisais pas ça, je me retrouvais avec des entités, puis je les sentais, tu sais. J'étais comme, voyons, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis j'allais voir quelqu'un, puis je l'avais plus après l'entité. Tout allait bien. Mais après, je revenais chez moi, ça revenait. Et c'est là que je me suis dit, non, non, il y a quelque chose à faire. La responsabilité est hyper importante. De voir qu'est-ce qui a fait que tu attires cette entité-là. Parce qu'il y a quelque chose vibratoirement à l'intérieur de toi qui vibre avec ça. Et c'est ça qu'on fait au travail chamanique. C'est qu'on va pas comme juste enlever la poussière. On va comme voir qu'est-ce qui fait que la poussière, elle revient tout le temps. Parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que oui, la protection, ok, mais moi, de ce que je vois les gens, la majorité des gens ont des auras trouées. Ils ont plein de failles à l'intérieur d'eux énergétiquement à cause des blessures, à cause de plein de trucs. Puis il faut travailler d'abord ça, en fait. Parce que si tu fais juste la protection, tu sais, dans l'énergie, on l'apprend, ça, on a ce qu'on appelle la loi de la résonance, qui fait que s'il y a une entité chez toi qui est là, c'est parce que tu l'as attiré, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui a donné la permission. Donc, faut aller voir qu'est-ce qui lui a donné la permission. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir c'est quel type d'entité, puis pourquoi elle est là, puis pourquoi elle fait ça, puis que après tu peux parler avec l'entité aussi pour savoir si t'es médium, mais ou tu vas voir quelqu'un pour savoir pourquoi elle est là, puis qu'est-ce qu'elle veut. Puis là après on peut faire un travail pour aller comme l'enlever, en fait. Je sais pas si j'ai C'est répondu à la vrai que ça question, me mais parle c'est pas comme mal ça que et ça rejoint, à une pensée que j'ai, c'est je sais pas trop comment gérer ce sujet-là parce que je me rends bien enfin, j'ai mon intuition qui me dit qu'effectivement, un des risques est de tomber dans la peur et ce que je comprends aussi, c'est qu'on attire ce qu'on vibre et que ouais, du coup, si on reste trop dans la peur, à essayer de vraiment voir comment est-ce qu'on peut se protéger et cetera, ben, on risque non seulement de pas se protéger, mais en plus d'augmenter le risque qu'on se fasse embêter. Et du coup, tout ce à que je fait. comprends bien de toi, c'est faut pas être naïf, faut pas être ignorant, Non, mais la non. meilleure chose qu'on peut faire, c'est peut-être ce travail justement d'épuration et faire en sorte qu'on ait cette énergie,
et c'est peut-être un peu abstrait, mais tu as partagé quelques pistes pour rendre ça plus concret. Mais donc, garder une énergie élevée, une vibration élevée, vivre notre vérité, et c'est peut-être la meilleure manière qu'on a de justement se protéger et de rester loin de tout ça. Oui, puis quand ça arrive, bah, se responsabiliser de voir qu'est-ce qui fait que ça arrive, puis d'aller voir peut-être des gens pour pour travailler ça. Mais c'est vrai que la peur, tu sais, quand tu sens que t'as, parce que c'est vrai que ça peut faire peur les entités, je comprends. Moi, au début, j'avais peur aussi, hein. Je capotais au début, mais Mais surtout, c'est quelque heu, chose qu'on comprend pas, quoi. Surtout les gens qui bah, sont non. pas médiums, qui voient pas, Oui, oui. c'est tout un monde de l'invisible qu'on comprend pas forcément, qu'on voit pas, qu'on ressent pas, et du coup, évidemment, quand on nous dit qu'il y a des choses un peu moches de l'autre côté, bah, ça fait forcément un peu peur. Oui, oui, c'est oui, puis bon, c'est bien aussi, hein, parce que c'est bien que ça fasse peur, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des choses un peu troublantes que je vois moi dans l'énergie, puis je fais: «Ouh là!» Donc oui, faut pas être naïf, mais hem, comment je pourrais dire ça? Hem, Tu peux accepter ta peur, mais pas y rester en étant tétanisé. Tu sais, de comme reprendre ton pouvoir, puis de voir que ce serait quoi les solutions pour t'en sortir, en fait. Et une des solutions, c'est la conscience que tu peux y mettre. Mais effectivement, Ouais, ça une ça des rejoint un peu ce bases, qu'on disait au début de la solution, sortir de notre rôle de victime oui, et reprendre les choses en main, retrouver notre souveraineté. oui, oui, puis c'est important aussi de le savoir, parce que je pense que les gens savent pas. On commence à en parler, mais c'est pas courant qu'on en parle encore des entités. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça va être une réalité qui va être, à mon avis, de plus en plus présente. Puis c'est important qu'on en parle aussi, parce que il y a des gens qui viennent des fois me voir en soins, puis ils comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive, puis pourquoi ils ont des pensées, ils arrivent pas à dormir, ils ont des pensées obsessantes, ils arrivent pas à dormir. Ben, on voit qu'il y a une entité qui est accrochée. Donc ça permet de comprendre aussi certains comportements, parce que des fois on va voir un psychologue, le psychologue nous dit: «Bah non, ça va bien, on comprend pas». Mais des fois c'est souvent, d'ailleurs je le dis, le problème est pas psychologique, il est énergétique. Donc comme tu dis, il faut qu'on prenne ça en compte, en fait. Tout simplement de dire comme: «OK, bon, j'arrête de me voiler la face, j'émets l'hypothèse qu'il y a quelque chose autour de moi qui m'influence, puis après, ben, je trouve les solutions pour m'en sortir». Mais ces solutions, selon moi, selon mon expérience, elles sont personnelles, elles sont personnalisées. Même si oui, alors pour te protéger, il y a plein de choses, hein. Tu peux aussi utiliser l'obsidienne, il y a énormément de choses, ça dépend du contexte. Mais la meilleure protection, c'est ta présence à toi, puis effectivement d'aller voir, ben, je le redis là, mais d'aller voir qu'est-ce qu'attire l'entité. Mais là, ça demande un travail. Là, ça demande un travail intérieur, et effectivement, comme tu dis, de te détacher de la peur, de pas rester tétanisé, et voilà. Mais c'est un travail, c'est un travail. Parfait. Écoute, on a couvert, tout un tas de sujets. Peut-être pour, finir sur une note un peu plus positive, Oui. si, on a des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui commencent à s'ouvrir à une certaine sensibilité, à une certaine médiumnité et cetera, et qui, ont peut-être, un peu peur de perdre le contrôle, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Hem, mmh, D'aller en nature, d'aller se connecter à la terre-mère, d'aller comme en nature, de se connecter à son cœur, et de demander à leur guide spirituel de les aider. Ça, c'est la première étape. Quand on maîtrise pas l'énergie, demande à tes guides spirituels de lumière, pour être sûr, là. Demande à tes guides spirituels de lumière de t'aider. Ça va être la première étape, ils vont t'aider. Puis après, bah, c'est sûr, il y a comme tout un travail à faire, mais ça, c'est la première étape. Moi, ils m'ont aidé au début quand je maîtrisais rien, là. Ils m'ont aidé. Et aussi, ils vont aussi t'aider à trouver les bonnes personnes pour t'aider. Parce que c'est probablement des personnes autour de toi, des énergéticiens, ou un podcast de Rémi ou un autre, qui va te donner l'information pour que tu puisses arriver à t'en sortir. Mais aussi, peut-être que je dirais comme relax, tombe pas trop dans la panique, parce que là, ça va les faire s'accrocher. Juste relax, demande de l'aide de tes guides spirituels, et essaie de rester le plus serein possible. Tu parles de l'importance d'aller dans la nature. Oui. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui rend la nature aussi utile dans ce genre de contexte?
Il y a pas les entités ne vont pas dans la nature. Si tu vas en forêt, la forêt est extrêmement est toujours protégée, la forêt. La forêt est une entité, c'est un esprit. Et quand tu rentres dans une forêt, il y a pas d'entité. Il y en a pas. À part, bon, des forêts malades, bon, va dans une forêt qui soit comme saine. De toute façon, tu vas le sentir, l'énergie va être bonne. Et la terre-mère, en tout cas, oh pardon, ça bouge un peu, désolée. La terre-mère est un esprit, hein, c'est un grand esprit qui peut nous aider aussi. Donc, je sais que c'est pas encore très connu encore, là, mais tu peux demander aussi à la terre-mère de t'aider. Voilà. Et d'aller dans la nature parce que en fait, les arbres, c'est des esprits, ça on le sait pas, mais les arbres, les montagnes, les forêts, c'est des esprits. Puis ces esprits-là peuvent t'aider aussi. OK, donc c'est des endroits qui ont une vibration peut-être naturellement élevée et qui fait un peu comme un aimant qui repousse tout ce qui est de vibration un peu plus bas et du coup quand tu y vas, beh, automatiquement tu es un peu protégé par ce champ, de vibration élevée? Ou c'est une simplification? On peut dire ça comme ça. Bah oui. Oui, oui. C'est comme ça. Oui, tout à fait. OK, très bien. Bah, écoute, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a exploré plein de sujets que j'ai pas forcément l'habitude d'explorer dans le podcast. Donc merci Mmh. beaucoup, de les avoir, développés avec nous. J'ai 3 Merci à petites toi. questions que je pose à tous mes invités sur la fin d'une interview. Ouais. Alors la première, c'est: qu'est-ce que signifie vivre une vie épanouie pour toi? Oh. Hem, pour moi, c'est vraiment, d'œuvrer, d'œuvrer avec, ses dons et ses talents, être à sa place. Et puis, bah, tu sais, recevoir aussi des revenus de ça parce que pour pouvoir vivre, parce que pour moi, c'est important. Puis en même temps, d'avoir une vie, sociale et privée heureuse et légère et pleine de plaisir sain. Super. Si tu avais un conseil à donner à la Elia de 20 ans, lequel serait-il? Ouh là! Je dirais comme: «Accroche-toi, ça va pas être facile, mais tu vas y arriver, tu es aidé, tu es protégé, puis ce que tu vas trouver au final, ça va vraiment être exceptionnel et oui, tu vas trouver le bonheur. T'inquiète pas». Parfait. Et finalement, pour finir, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, ton travail, rentrer en contact, avec toi? Bah, sur mon site web, ça serait comme la meilleure option, ou sinon il y a mon Facebook aussi que je commence un peu plus à mettre, puis il va y avoir un YouTube aussi qui va comme un peu plus sortir donc médias sociaux puis mon site web. Super, écoute, je mettrai tout ça en description de la vidéo comme à chaque fois. Elia, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. Bye bye. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le Diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.